tous et bienvenue dans Mêlée à 5, l'émission qui traite de la Coupe du Monde de rugby 2019. Et on connaît désormais la finale qui opposera l'Angleterre à l'Afrique du Sud après ces demi-finales qui ont eu lieu à Yokohama. On va en parler un petit peu plus dans cette émission. Et pour présenter cette émission, j'ai à mes côtés Tom Ively qui nous fera le souci du détail sur la guerre des rucks. Et à sa gauche, Anthony Nocien qui nous fera le carton rouge sur la contre-performance des Blacks. En face de lui, Mathieu Agro qui nous fera son Factor X sur Maro Itoje. Et pour épauler mes chroniqueurs, j'ai Joris Bertoya. Bienvenue dans l'émission, Joris, pour votre première. J'espère que vous êtes à la hauteur, mais il n'y a pas de quoi douter de ça. Et on va commencer tout de suite avec le carton rouge d'Anthony L'Ancien. Alors Anthony, vous avez été déçu dans ces demi-finales. Dites-nous pourquoi et distribuez-nous votre carton rouge. Effectivement, j'ai été plutôt déçu. Je m'attendais à du spectacle pour ces demi-finales. J'ai été servi, mais il y a quand même un bémol. C'est cette contre-performance des All Blacks qui, samedi matin à Yokohama contre les Anglais, ont complètement déjoué. Ils ont été pris dans tous les compartiments du jeu. Ils ont énormément subi et ils ont subi leur première défaite depuis ce fameux 6 octobre 2007 et la victoire française en Coupe du Monde. Donc un revers plutôt impressionnant pour les doubles tenants du titre. Alors, les All Blacks, d'habitude, savent créer quelque chose de rien. Ils ont eu le ballon, mais ils n'ont rien fait, ces All Blacks. Comment ça se fait ? Effectivement, une domination plutôt stérile. C'était la première fois en Coupe du Monde depuis 1991 que les All Blacks rentraient au vestiaire avec 0 point inscrit. C'était à l'époque contre l'Australie. Et c'est arrivé que 25 fois dans l'histoire de la Nouvelle-Zélande. Et la dernière fois, c'était en 2012 à Twickenham, déjà contre les Anglais. Contre les Anglais, donc on a des stats un petit peu sur nos fiches, 639 mètres parcourus et beaucoup de ballons rendus au pied. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas réussi à créer quelque chose alors que pourtant c'est un petit peu l'équipe qui arrive à tout faire ? Comme l'a dit Eddie Jones, ils ne s'attendaient peut-être pas, les All Blacks, à défier cet adversaire-là. Alors que les Anglais, ils l'ont dit, ça fait 2 ans qu'on prépare ce match. Et c'est peut-être ça qui a joué. Difficile de l'expliquer, mais c'est vrai que j'ai été vraiment très surpris de voir les All Blacks aussi non productifs. Une domination pourtant claire des All Blacks. Joris, vous avez quelques stats à nous proposer ? Oui, en effet, puisqu'on parlait tout à l'heure des rucks, puisque les rucks ont largement été gagnés par les Anglais, avec près de 96% de réussite de ruck pour les Anglais. Également, un des 20 turnovers gagnés par les Anglais contre les All Blacks, ce qui est quand même assez fort pour un niveau de demi-finale en Coupe du Monde. Et puis, ce qu'il faut savoir pour revenir un peu sur les propos d'Anthony sur le 0 pointé à la mi-temps, à la demi-heure de jeu, ils marquent leur premier essai. À l'heure de jeu, pardon, ils marquent leur premier essai. Et c'est la première fois de l'histoire d'All Black que l'All Black marque leur premier point à partir de l'heure de jeu. Ils n'avaient jamais auparavant, ils avaient toujours inscrit des points au minimum après la 40e minute. Donc après 60 minutes de jeu, ils marquent leur premier point, ce qui est très très rare dans leur histoire. Qui plus est, un essai offert par les Anglais, c'est le lancer de Jimmy George qui atterrit directement dans les bras d'Hardy Savea, qui va marquer. Donc c'est vraiment un essai pas construit, c'est un essai à 0 passe. Et c'est étonnant. Comme quoi, heureusement que les Anglais ont fait le match parfait, parce qu'une erreur et un essai, ça prouve aussi de la grosse performance des Anglais, Tom. Oui, le pragmatisme néo-zélandais sur l'essai, en général, c'était très très solide pour l'Angleterre. En quart de finale, on a vu un Angleterre indiscipliné, avec beaucoup de pénalités concédées face à l'Australie. Mais là, aujourd'hui, ce week-end, c'était beaucoup plus propre, avec moins de pénalités. Et dans le jeu, plus efficace. On a vu les rucks avec les statistiques de Joris. En général, une bonne journée pour l'Angleterre. Et je tiens à noter Ford, le patron du jeu derrière, lui, il a fait un masterclass. Exactement. Très très bon match de Ford. Et devant, tout allait bien. Donc très très propre. Il a son match de référence. Une 10e défaite de Stevenson en 105 matchs, ça prouve quand même la carrière du monsieur. Et une défaite qui s'est donc construite, vous l'avez dit, sur le ruck. Ça nous permet de faire une merveilleuse transition sur le SDD de Tom, le souci du détail. Alors Tom, vous allez nous parler d'une phase de jeu, donc les rucks un petit peu sombres. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est. Oui, donc un ruck, il faut noter que c'est sombre, même pour les professionnels, pas beaucoup de monde le comprennent. Mais un ruck ne peut avoir lieu que dans le champ de jeu lorsque 2 joueurs adverses sont en contact avec le ballon entre leurs pieds, à l'inverse d'un maul, et le maul avec le ballon en l'air. Donc c'est tout simple. Et aussi, il faut noter donc que lorsqu'un ruck est créé, le 3e joueur qui vient sur la zone ne peut pas contester le ballon avec la main. Le gain du ballon se fait que par la poussée. Alors comment les Anglais ont bâti leur victoire face aux Blacks ? Oui, c'était grâce au ruck, on a vu avec Joris. Et avec des Itoje, on va le voir avec Mathieu Agro et son Factor X, mais aussi Underhill et Curry, une 3e ligne très très présente sur la zone du ruck. Et
Il faut noter quand même cette équipe de Nouvelle-Zélande qui ne se consomme pas beaucoup dans les rucks, se laisser un petit peu se faire. Et l'Angleterre qui donc était très agressive, qui récupère le ballon avec les 20 turnovers et qui ensuite derrière exploitait le jeu derrière avec Ford et Farrell. Ça allait vite aux ailes avec Johnny May et Anthony Watson. Vous parliez des Kamikaze Kids, Curry et Underhill, façonnés en 2 ans et demi par Eddie Jones. C'est un peu l'image des Anglais dans cette Coupe du Monde. On retient ça, cette jeunesse qui triomphe sur la plus belle équipe du monde. Oui, ça fait 4 ans de préparation. Il y a 4 ans, après cette défaite en 2015, on se disait Rob Shaw, il n'a pas les épaules pour emmener cette équipe d'Angleterre jusqu'en 2019. Qui va être le troisième ligne vraiment référence à ce poste. Et donc on a vu Curry émerger des moins de 20 avec des bonnes performances avec le Sale Sharks. Et maintenant on le voit au plus haut niveau. Très très gros match face à la Nouvelle-Zélande. Il faut noter le rôle pour l'Angleterre du troisième joueur arrivé sur les rucks, notamment. Lorsque le ruck est créé et que l'Angleterre attaquait, le troisième joueur avait un rôle très important. C'est donc soit si un Anglais subissait le plaquage, donc de sécuriser la zone pour avoir peut-être un ballon un petit peu plus lent, mais de garder la possession du ballon. Et si l'Angleterre gagnait les impacts, c'était très souvent ce week-end avec des Billy Vunipola très tranchants. Donc là, le but était donc d'éliminer toute concurrence adverse pour avoir du ballon rapide. Et Youngs et Hines, eux, allaient vite vers Ford pour aller vers l'extérieur. Donc, troisième ligne qui a façonné cette victoire, c'est un petit peu la marque de fabrique de ces Anglais dans cette Coupe du Monde. Oui, bien sûr. Après, est-ce qu'on est surpris, franchement, de voir le niveau des Anglais face à cette équipe néo-zélandaise? Moi, je suis absolument pas surpris. Ils jouent quand même dans des équipes très performantes qui, chaque année en Coupe d'Europe, les équipes anglaises comme les Saracens notamment, dominent maintenant les équipes françaises et irlandaises. Après, voilà, comme vous l'avez dit, Tom, ils ont quand même une troisième ligne très performante. Ils ont été vraiment impressionnants en défense. J'ai rarement vu un match avec autant de plaquages offensifs. C'était quand même vraiment un match référence en défense à montrer dans toutes les écoles de rugby. Voilà, ils voulaient laver l'affront de leur humiliation en 2015. C'est ce qu'ils ont réussi à faire, je pense. Et aujourd'hui, l'Angleterre, elle avance totalement démasquée. Elle est sûre de sa force. Et bien sûr, les rucks, c'est sûr, c'est une grosse arme parce qu'on le sait, quand ils ont des ballons de récupération, des turnovers, comme on appelle, ça peut être vraiment des gros coups à jouer en contre-attaque. Une victoire acquise 19-7 à Yokohama. Ils joueront les Sud-Africains qui ont battu péniblement l'équipe du Pays de Galles 19-16. Et ça va nous permettre d'enchaîner avec le débat de la semaine. Et donc le débat de la semaine, on le disait, ces Anglais et ces Sud-Africains qui vont s'affronter en finale. Et j'aimerais savoir votre avis, messieurs, qui est le favori de cette finale? Peut-être commencer par Anthony. Vous voyez les Sud-Africains champions du monde bien avant le début de cette compétition. C'est vrai qu'au début de la compétition, je voyais clairement les Sud-Africains s'imposer, même devant les Blacks et devant quiconque. Mais c'est vrai que la balance tend à s'équilibrer au fur et à mesure qu'on avance dans cette compétition. Je pense que les Anglais ont envoyé un signal fort ce week-end. Et je pense que là, c'est très clairement du 50-50. Sud-Africains qui ont joué un match en plus, les Anglais un match en moins. Est-ce que ça va peser dans la balance, sachant qu'ils ont joué un gros match avec beaucoup d'énergie face à ces Gallois? Ça va peser, oui, parce que la demi-finale, quand même, elle a énormément pesé côté boxe. Après, il y a le retour important de Chelsea Colby pour la finale, ce qui est le vrai facteur X de cette équipe. Après, les Anglais ont certes un match en moins, mais jouer contre une telle demi-finale comme la Nouvelle-Zélande, il faut aussi donner aussi. Donc je pense que ça va être à égalité pour cette finale et que chacun aura les mêmes forces pour jouer cette finale. Est-ce qu'ils n'ont pas atteint leur pic de forme un peu trop tôt, les Anglais? Oui, très clairement, les Anglais ils ont réalisé leur match référence face à la Nouvelle-Zélande. Ils sont venus pour laver l'affront de l'humiliation subie en 2015 à domicile. Pour l'instant, ils réalisent une Coupe du Monde quasi parfaite. Mais cette finale, pour moi, c'est la plus ouverte de l'histoire, très clairement. Ces deux équipes qui se valent à peu de choses près, elles ont chacune des arguments de taille. La conquête sud-africaine face à la vitesse, le jeu en mouvement de l'attaque anglaise, qui peut aussi compter sur des arguments devant, comme Maro Itoje, comme Jamie George, des joueurs vraiment qui ont impressionné, des jeunes aussi qui sont arrivés il n'y a pas très longtemps. Tom en a parlé tout à l'heure. Les troisième ligne très performante. Et je pense que ça sera sur le compte de la discipline que tout va se jouer. L'Angleterre s'est montrée, a subi très peu de fautes face à la Nouvelle-Zélande. On connaît donc la puissance en termes de la conquête sud-africaine pour donc pousser à la faute leurs adversaires. Maintenant voilà, André Pollard est très précieux au pied.
Donc pour les Anglais, la clé du match, ça sera sûrement de rester discipliné en conquête en tout cas. Tom parlait de Underhill, de Curry. Ouais. Vous allez nous parler de Maro Itoje dans votre rubrique juste après. Et la semaine dernière, vous nous parliez du paquet d'avant. Ça va jouer là-dessus, les deux paquets d'avant anglais et sud-africains. C'est la clé de ce match. Oui, la clé, je pense, que ce soit en première ligne, en seconde ligne, en troisième ligne, c'est solide partout. On regarde le duel Vunipola-Vermeulen, Etsebet Itoje, Duplessis-Mako Vunipola, de partout dans les packs d'avant. Il y a des duels vraiment très impressionnants et la clé de ce match donc, va se jouer devant. Je pense avec la touche, la mêlée fermée, des armes très importantes pour les deux équipes et je pense que l'équipe qui arrivera à donc gagner les mêlées et gagner les touches et peut-être pourquoi pas gagner sur les lances adverses et sur les introductions adverses aussi. C'est là où la victoire se dessinera et c'est aussi avec la conquête que les trois quarts pourront se trouver un peu d'espace derrière avec Colby, Watson, des joueurs quand on sait quand ils ont un peu d'espace, ça peut faire mal. Ouais. Et oui. Vous disiez, ils ont dessiné leur victoire avec George Ford et sa masterclass, je reprends vos termes. Est-ce que vous pensez qu'il sera titulaire? Est-ce que Eddie Jones va reconduire la même équipe ou justement essayer de rééquilibrer et mettre une défense plus solide avec une paire de centres qui sera capable d'encaisser l'attaque sud-africaine? Je pense que ce serait logique de la part d'Eddie Jones de reconduire la même équipe. C'est celle qui a réalisé le match de cette année. Mais c'est vrai que c'est un choix compliqué. La question se pose en tout cas. C'est vrai qu'on peut se demander que ferait Eddie Jones. Enfin, qu'est-ce qu'on ferait à la place d'Eddie Jones si on était à sa place. Mais je pense que la paire de centres n'a rien à envier à celle qui a été alignée samedi. Ils ont su résister aux Blacks. Je vois pas pourquoi ils ne résisteraient pas aux Box. Effectif pléthorique. Oui, Tom, un petit peut-être. point juste sur Farrell parce qu'on sait qu'il n'a pas pris les points en pied face à la Nouvelle-Zélande. Il n'a pas tapé en touche non plus. Il a dû subir sûrement une petite blessure en début de partie. Donc on pourrait peut-être s'attendre à Ford en 10 et paire de centre Slade en 12 ou en 13 avec Tolagi à ses côtés. Donc Farrell, il faut juste regarder un petit peu son état cette semaine avant de voir la compo d'Eddie Jones. Les problèmes de riche d'Eddie Jones avec un effectif pléthorique. Vous voulez dire quelque chose, Mathieu? Simplement, pour revenir par rapport à la possible titularisation de Owen Farrell, je pense quand même qu'il y a un point faible, très clairement, une faille que les Anglais sur lequel ils devraient s'appuyer, c'est le poste de 15 du côté des Sud-Africains, parce qu'on l'a vu, Willy Leroux a réalisé des prestations très médiocres depuis le début de la Coupe du Monde. Il est souvent en difficulté sur le jeu au pied de pression, que les Anglais utilisent beaucoup avec Youngs, avec Farrell et Ford. Ils ont quand même une arme non négligeable. Oui, Leroux, c'est normalement son point fort. Sur les chandelles, il est très précieux. Mais là, il est quand même assez défaillant. Il y a aussi Colby qui va revenir. Bien sûr, c'est le meilleur relanceur au monde, mais dans les duels en l'air, il n'est pas forcément à son meilleur. Donc, je pense que si les Anglais s'appuient sur ce jeu au pied de domination, ils pourront faire quelque chose, je pense. Ça va être compliqué de trouver les hommes. Il y aura des déceptions forcément. Un autre match qui se jouera, alors qu'on l'aime ou pas, c'est la petite finale face aux Blacks et aux Gallois. Une histoire assez intéressante, un petit peu d'arrogance là dans la distribution des droits télé. Anthony, vous nous racontiez une histoire hors antenne. Je pense que c'est intéressant que nos auditeurs l'apprennent. Effectivement, les Néo-Zélandais qui vont être privés pour l'instant en tout cas, de finale en clair. Ce qui se passe, c'est que la chaîne nationale néo-zélandaise TVNZ n'a pas acheté les droits à la chaîne privée Spark Sport, c'est ça, Tom? Oui, Sparks, ouais. Vous qui avez habité en Nouvelle-Zélande. Du coup, la chaîne Spark Sport qui, elle, a l'intégralité de la compétition. Donc la chaîne nationale avait acheté que 12 matchs, donc les matchs principaux, il y a tous les matchs de coupe de la Nouvelle-Zélande, les phases finales. Et en fait, elle avait acheté la finale et pas la petite finale. En pensant que les Blacks allaient en pensant finale. Que les Blacks allaient parvenir jusqu'en finale. Donc pour l'instant, c'est pas encore réglé, mais c'est vrai que ce serait dommage que les Néo-Zélandais ratent le jubilé de Stevenson et de leur capitaine Kieran Reid. Mais aussi sûrement Sonny Williams et Ben Smith aussi. Et Whitelock. Ouais. Voilà. Exactement. Joueurs partis. Donc c'est un petit peu gâché la fête et j'espère qu'en tout cas, il est encore temps d'acquérir les droits, donc j'espère qu'ils le feront. Le match, vous pensez qu'il y a compétition ou pas, ou ça va être très compliqué pour les Gallois? Les All Blacks restent des compétiteurs quoi qu'il arrive, même s'ils ont perdu en demi-finale, pour eux c'est tout gagné, donc ils vont pas avoir deux défaites dans une même Coupe du Monde, je pense, sachant que c'est les Gallois qui sont largement à leur portée.
au vu de ce qu'ont montré les Gallois sur les 2 derniers matchs. Donc, Et qui ont fait tourner voilà. également Non, énormément. il y a 9 changements, il me semble, pour cette petite finale. Donc les All Blacks, ils veulent gagner quoi qu'il arrive. En plus, comme a dit Anthony, Stevenson va partir. Donc bien terminé, plutôt que de rester sur 2 défaites, lui sur son mandat, ce serait dommage. Donc les joueurs vont tout faire en tout cas pour bien finir cette Coupe du Monde quoi qu'il arrive. Un jubilé pour Gatland avec le Pays de Galles, Stevenson avec les All Blacks, que nous, on pourra vivre en clair en France, et bien heureusement. Et une autre masterclass qu'on aimerait vivre en clair, celle de Maro Itoje. On va passer au Factor X de Mathieu Agro. Et le Factor X de Mathieu Agro, c'est Maro Itoje donc, qui a fait un match monstrueux face aux Sud-Africains. Mais qui est Maro Itoje? On ne sait pas vraiment d'où il vient. Alors oui, Maro Itoje, la nouvelle star de ce rugby mondial. Il est né en 1994 à Londres, de parents nigérians. Il a donc suivi une scolarité assez stricte puisque son père voulait vraiment tenir à ce qu'il soit donc très fort à l'école. Il voulait même, il lui mettait assez la pression par rapport au rugby, donc il lui imposait quand même d'avoir des bons résultats. Il a quand même réussi à l'âge de 12 ans à intégrer donc une école assez cotée à l'est de l'Angleterre. Donc c'est la St George School de Harpenden où Ford et Farrell ont également, Oui, effectivement. ils ont été membres de cette école. Donc Maro Itoje il a eu une scolarité assez normale, mais il a quand même été très bon dans tous les sports. Il a notamment le record de l'école du lancer du poids. Et c'est finalement dans le rugby où il va véritablement percer, puisqu'il va intégrer l'équipe de rugby de cette école d'Harpenden. En 2013, il sera repéré par les Saris, les jeunes des Saracens, et donc il va intégrer cette équipe. Un an plus tard, son premier match pro avec les Saracens, et depuis c'est véritablement une explosion pour lui. Il a tout gagné. Maro Itoje, c'est vraiment un homme, c'est le porte-bonheur de ses équipes. Il a déjà 4 titres de champion d'Angleterre avec les Saracens, 3 titres de champion d'Europe et 35 sélections déjà avec le 15 de la Rose à 25 ans. Il compte 2 tournois destination. C'est vraiment un palmarès déjà impressionnant pour son jeune âge. Un sportif, un athlète qui fait que c'est un joueur, un homme fort de la sélection anglaise. Oui, donc déjà, Maro Itoje, c'est quand même quelque chose qu'il faut retenir. C'est un joueur très polyvalent. Il est capable de jouer au poste de seconde ligne, mais également de troisième ligne aile, voire même de troisième ligne centre. Il a fait à quelques reprises avec les Saracens. Donc c'est vraiment dû au fait qu'il soit très véloce pour son gabarit qui est de 1m95 et 105 kg. Il a quand même une capacité d'accélération très forte. Donc c'est un coureur, Maro Itoje, très clairement. C'est ça qui fait qu'il est très polyvalent. Après, en ce qui est du domaine de la conquête, il est performant partout. Il règne dans les airs. C'est le capitaine de la touche anglaise. Il règne également Et des au Lions sol. britanniques aussi. Et des Lions britanniques, Et ouais, oui. il a À son réalisé- âge, il a été capitaine de touche des Lions Devant britanniques, ce qui est Alwyn quand même Jones. exceptionnel à son âge. Il règne aussi donc au sol parce que c'est un très bon gratteur, mais c'est surtout là où il est le plus impressionnant, c'est dans les mauls en défense. Il est capable, avec une facilité déconcertante, de s'insérer dans l'attaque adverse pour freiner l'avancée du groupé pénétrant de l'adversaire. C'est sans doute le meilleur défenseur au monde aujourd'hui, Maro Itoje. Sa stat, c'est qu'il a récupéré quand même 7 ballons sur turnover depuis le début de cette Coupe du Monde. C'est le meilleur joueur au niveau de cette statistique, excusez-moi. Donc voilà, après en attaque, je l'ai dit, il est très précieux. Et face à une équipe sud-africaine qui est très lourde, peut-être que sa qualité de coureur pourra s'avérer gagnante. Donc c'est ça les clés pour lui contre l'Afrique du Sud. Oui, c'est reproduire son match face à la Nouvelle-Zélande. Alors, Il en a est quand même- capable? Bon, oui, je pense qu'il en est capable. Après, je l'ai dit tout à l'heure, les matchs suivent, ils ne se ressemblent pas. Il a rendu une copie parfaite face à la Nouvelle-Zélande, qui est la meilleure équipe du monde. 12 plaquages, 3 ballons grattés, 7 ballons gagnés sur touche, 23 mètres gagnés ballon en main, qui montre encore une fois qu'il est capable d'être également offensif. Il a fini homme du match. Donc, face à une Afrique du Sud qui n'a pas véritablement de plan B, il mise très clairement sur une conquête très forte, sur un paquet d'avant qui est très puissant, qui avance à chaque impact. Lui, avec ses qualités de défenseur, à lui tout seul, je pense qu'il est capable d'enrayer cette attaque sud-africaine. C'est leur défaut, ils n'ont pas véritablement de plan B. Au niveau des trois quarts, ils misent quand même beaucoup sur le fait que Sur leurs les avants performances dominent, individuelles. voilà, c'est ça, leurs Ouais. avants dominent le paquet adverse. Donc voilà, il devra museler aussi Edzebest, comme l'a dit tout à l'heure. Les 4 secondes lignes lors de cette finale, Choc de c'est titan. sans doute les meilleurs à leur poste, Itoje et Edzebest. Donc voilà, Itoje, ça sera sans doute la clé du match face à cette équipe sud-africaine. Quelques stats, Joris, vite fait, du match de Itoje face
aux All Blacks. Comme l'a dit Mathieu, on rappelle, c'est un joueur très important notamment pour la touche. Il a gagné 2 touches sur lancer néo-zélandais, donc ce qui est assez fort parce qu'il faut savoir qu'en face il y avait quand même Whitelock et Retallick en paire de deuxième ligne, donc c'est très fort. Comme l'a dit Mathieu également, il y a eu 3 turnovers de gagnés de sa part, puisqu'on sait que les Anglais ont vraiment gagné ce match sur les rucks, donc il y a eu 3 turnovers de sa part et puis 12 plaquages réussis sur 15, ce qui est assez fort. Et puis il a parcouru plus de 20 mètres ballon en main à lui tout seul, ce qui a permis justement de faire l'avancée des Anglais dans cette demi-finale face aux Néo-Zélandais, qu'on connaît leur puissance. Donc aujourd'hui Itoje est vraiment le joueur important du pack anglais et c'est celui qui fait avancer les Anglais et même gagner certains ballons dans des situations difficiles, comme on sait que des fois par exemple à 5 mètres de la ligne, des fois on a besoin de joueurs importants et il fait partie de ces joueurs qui peuvent gratter un ballon et permettre à l'équipe de souffler. Alors il peut très clairement être le meilleur joueur de cette Coupe du Monde, c'est peut-être même celui qui a le plus impressionné dans cette Coupe du Monde. Effectivement, il a réalisé une Coupe du Monde impressionnante. Il a encore signé ce week-end une prestation majuscule. Il a été omniprésent dans l'abattage, il était là dans tous les compartiments du jeu et puis surtout, il incarne un petit peu ces nouveaux secondes lignes beaucoup plus mobiles et beaucoup plus joueur ballon en main, etc. C'est vraiment un joueur nouveau. Enfin, difficile de vous le cacher, hein. On a un Anglais autour de la table. Pour vous, qui suivez tous les matchs d'Angleterre, c'est l'oncle d'Eddie Jones. Oui, on a vu que quand il est arrivé en équipe d'Angleterre, il y a eu quand même du monde devant lui. Cruz, Loz, aussi Lansbury. Lansbury, un joueur incroyable qui n'est même pas sur le banc en ce moment. Donc Itoje a su vraiment se placer en numéro 1 dans le pack anglais et aussi avec les Lions. Il réussit des performances avec les Saracens incroyables en Coupe d'Europe. C'est vraiment le joueur anglais en ce moment et avec ses capacités à la main, en défense, dans les rucks, dans l'air, il a tout. Ça prouve la profondeur d'effectif de ce 15 de l'or. C'est véritablement Les problèmes de Rich d'Eddie Jones. Exactement. Et moi, mes problèmes de Rich, c'est de savoir qui c'est qui va le gagner, le quiz de la semaine. Alors, messieurs, on va essayer d'être un petit peu plus pro que la semaine dernière. J'ai divisé en 3 les quiz pour cette semaine. Tout d'abord le chiffre de la semaine, après un vrai ou faux et un qui est. Voilà, bonne chance à vous. Le chiffre de la semaine, c'est le nombre 12. Et bah donc, silence plateau, 12 c'est en année. 12 ans que les All Blacks n'avaient pas gagné. Ouais. Ils n'avaient pas perdu. Exactement. 12 ans que les All Blacks n'avaient pas perdu en Coupe du Monde. C'était face aux Français, comme l'a dit Anthony, le 6 octobre 2017, en quart de finale. 2007, effectivement. Je vois les Français gagner plus récemment. Non, c'est pas du tout le cas. Et du coup, les Français qui avaient battu en 2007 au Millennium Stadium. Vrai ou faux, les Anglais ont disputé leur 4e finale de Coupe du Monde. Faux. Vrai. Alors maintenant, vous devez me citer les éditions. 91 face à l'Australie. Ouais. 2003 quand ils ont battu l'Australie. 2007 quand ils ont perdu face à l'Afrique du Sud. Et maintenant donc 2019. Donc 2 adversaires en finale. L'Australie, perdu, gagné. L'Afrique du Sud, perdu, peut-être gagné. On espère que c'est la revanche. On l'espère pour Tom, un peu moins pour nous les Français. Et donc cette dernière partie du quiz, qui est-ce? Alors c'est tombé ce matin pour voir ceux qui suivent un petit peu l'actualité. Donc, je vais me décrire un petit peu. J'ai été nommé comme prétendant à la révélation de joueur de l'année dans la Coupe du Monde. Romain Tamac. Alors ça se distribue entre vous deux, mais Joris a dit Romain en premier. Donc on va accorder à Joris, vu que c'est sa première émission, le point à Joris. Donc il faudrait vous départager, parce que pour l'instant on a 3 vainqueurs. Mathieu, bon, vous avez perdu, je pense que vous pouvez sortir du plateau. Non, je rigole, bien évidemment, restez avec nous. Les All Blacks ont disputé, allez, très rapide, combien de finales dans leur histoire? 4, il me semble. Allez, vous participez comme ça, tout le monde a gagné, 4 finales. Sur le point de Romain Tamac, Oui. juste C'est il maintenant est- que vous oui, réagissez. et avec Yantis et Kokasigna. C'est Voilà, les 3 donc prétendants. l'anglais Oui. et le sud-africain. Bravo à Romain Ntamag, 20 ans, qui était aussi le plus jeune joueur français à disputer une Coupe du Monde. Voilà, il a réalisé une bonne compétition et on espère qu'il fera de même en 2023. En attendant, nous, on vous retrouve la semaine prochaine pour débriefer la finale. Merci messieurs, merci Enzo qui était à la régie derrière et merci à Valentin Dupont qui s'est occupé du montage cette semaine. À la semaine prochaine.